Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ces programmes spéciaux. Les observations et remarques sur les élections du 20 décembre. Nous allons en parler, mais encore, nous allons faire un petit commentaire sur les enjeux politiques de l'heure. Également, un petit commentaire sur les prochains scrutins. J'entends les élections du gouverneur et vice-gouverneur, les élections des sénateurs et des conseillers urbains. Nous allons commenter tous ces sujets avec mes invités qui sont d'abord membres de la FENAFACO, entendez par là la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap. Je suis à ma gauche avec Madame Hortense Ikobonga et Madame Irène Kabongomboui. Bonsoir à toutes. Bonjour. Voilà, à ma droite, je me retrouve avec les amis de la LICOPADEL, la Ligue congolaise pour la défense des droits de l'homme et des élections. Je suis avec Monsieur Philippe Mangala et Justin Anakeka. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, comme je le disais d'entrée de jeu, les personnes vivant avec handicap, je suis avec les dames de la FENAFACO, les personnes vivant avec handicap et les enjeux politiques de l'ère. Comment les personnes vivant avec handicap appréhendent les enjeux de l'ère, après évidemment avoir vécu les élections du 20 décembre. Merci pour la parole, messieurs les journalistes. Les élections se sont passées comme elles se sont passées. Elles se sont déroulées dans une atmosphère vraiment difficile pour les personnes vivant avec handicap. Les enjeux auxquels nous sommes en train de nous attendre sont beaucoup. En rapport d'abord avec les recours à la Cour constitutionnelle des députés qui ont été élus, les personnes vivant avec handicap, en rapport avec le recours à la Cour constitutionnelle et pour les provinciales à la Cour d'appel. Vous avez eu des membres de la FENAFACO candidats aux législatives nationales et provinciales? Oui, exactement. À la FENAFACO, cette fois-ci, il y a eu beaucoup de membres qui ont postulé en tant que candidats, et surtout les femmes vivant avec handicap. Nous avons eu qui ne sont pas élus par rapport à ça, et ils sont en train de faire le recours à la Cour constitutionnelle et à la Cour d'appel. Madame Hortense, vous avez un commentaire par rapport à ça, les enjeux de l'heure, après les élections, il y a l'étape des recours. On attend que la Cour constitutionnelle puisse traiter tous ces recours et vous êtes en train d'attendre cette décision de la Cour constitutionnelle dans quel état d'esprit? Bon, merci beaucoup pour la parole. Nous attendons vraiment une suite favorable puisque les femmes-là étaient vraiment à la hauteur et ils ont bâti campagne, ils sont partis par-ci, par-là pour sensibiliser les femmes, d'autres femmes. En ce qui concerne les élections, et elles ont bâti campagne et elles ont eu leur voix. Malheureusement, elles n'ont pas été élues. Alors nous attendons une suite favorable par rapport à ça. Vous espérez que la justice va se comporter normalement? Nous espérons, puisqu'il y a quand même des preuves, nos candidats ont apporté leur PV. Bon, nous attendons une suite favorable. J'étais tenté de vous poser une deuxième question. Vous aviez remarqué quelques obstacles et barrières pour une bonne et meilleure participation de PVH au processus électoral? Oui, il y en avait quelques nombreux, barrières oui, et obstacles. Oui, il y avait beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles. Il y avait les femmes en particulier, les personnes avec handicap n'ont pas pu
donc dans des bureaux de vote. Accéder facilement. Accéder facilement et les bâtiments n'étaient pas confortables pour eux, n'étaient pas accessibles. Et les femmes qui étaient des non-voyants, on n'a pas permis à leurs assistants d'entrer dans des bureaux de vote. Et les femmes malentendantes, on n'avait pas remarqué la présence des interprètes dans des bureaux de vote pour les aider à bien voter. Et même ceux qui sont en fauteuil roulant n'ont pas pu accéder. Et il y avait là un fil d'attente. Les personnes vivant avec handicap ont beaucoup traîné sans que personne ne puisse les aider à aller voter. Donc, elles ont vraiment souffert. Alors que la loi n'autorisait pas les personnes vivant avec handicapés sur les fils d'attente. C'est ça. Donc, les femmes vivant avec handicap ont beaucoup souffert pendant ces votes. En tout cas, c'était vraiment déplorable. Madame Mbouyi, vous rajoutez quoi par rapport aux obstacles et barrières qui n'avaient pas permis aux personnes vivant avec handicap de participer bonnement au processus électoral, je voulais dire aux élections du 20 décembre? Oui, les barrières sont vraiment nombreuses. Elle a presque tout ramassé. L'accessibilité était difficile, pas seulement pour les femmes ou les personnes handicapées sur chaise, mais aussi même ceux qui sont avec béquilles. Ils ont eu de difficultés à accéder dans le bureau des votes, malgré les discussions, les échanges qu'on a eus avec la CENI, de pouvoir mettre des mesures pour faciliter les personnes vivant avec handicap, les femmes vivant avec handicap à pouvoir voter cette fois-ci, parce qu'elles étaient déterminées à pouvoir voter, mais c'était difficile pour elles vraiment d'accéder dans les bureaux de vote. On dirait que ça pénalisait foncièrement les candidats PVH. Oui, exactement. Parce que déjà, leurs potentiels électeurs n'ont pas eu les choses faciles. Oui. D'abord, eux-mêmes, les candidates femmes avaient du mal à accéder pour aller voter. Leurs témoins également étaient empêchés d'entrer pour voter et puis pour surveiller tout ce qui s'est passé. C'était vraiment difficile pour les femmes vivant avec handicap et aussi pour les personnes vivant avec handicap en général. Je les rappelle à votre intention, mesdames et messieurs, que nous sommes sur ce plateau avec deux ONG de défense des droits de l'homme. Il y a la FENAFACO qui est représentée par les invités dames. Et puis il y a la LICOPADEL qui est représentée avec M. Philippe Mangala et Justin Anakeka. Monsieur Philippe, je suis tenté de vous poser la même question. Comment vous vous situez par rapport aux enjeux de l'ère, la LICOPADEL? Merci Les enjeux beaucoup. politiques, évidemment. Oui, exactement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous, au niveau de la société civile, je dirais que pour l'instant, les enjeux de l'ère se déroulent assez bien, dans ce sens que la plupart des candidats qui se sont présentés au niveau de la société civile, aujourd'hui, ils sont devant maintenant les cours et tribunaux. Par exemple, les cours d'appel pour ceux qui ont jugé que leurs résultats n'étaient pas bons, parce qu'on avait observé beaucoup de choses lors des opérations de vote. Et certains se sont adressés dans d'autres juridictions de la Cour constitutionnelle. Donc maintenant, pour le moment, c'est ça qui bat les records maintenant. Donc il faut attendre les résultats qui seront... les juridictions vont se prononcer par rapport à leurs délicats, leurs problèmes qu'ils ont présentés au niveau des juridictions. Donc il faut attendre que la Cour constitutionnelle ou soit la Cour d'appel puisse se prononcer. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, que donc il y a beaucoup de requêtes qui se sont adressées à ces différentes juridictions. Monsieur Justin, un mot par rapport à cette question? Oui, merci de la parole. Oui, la LICOPADEL étant une ONG de défense des droits de l'homme, suit les violations des droits de l'homme de près. Par rapport à ces problèmes, par rapport aux enjeux politiques de l'ère, il y a des élections qui viennent de se passer le 20 décembre.
Il y a eu des résultats, les proclamations des résultats qu'on a entendus. Il y a aussi la formation des prochains gouvernements que nous attendons. Notre avis sur les enjeux politiques de l'ère s'articule autour de ces points. Mais je voulais juste ajouter sur ce que mes collègues viennent de dire. Avec ces contentieux électoraux, nous avons une inquiétude parce que nous n'avons pas assisté ou appris qu'il y a eu des formations en matière de contentieux électoraux où on a formé des magistrats sur cette question. Alors, nous nous posons la question, est-ce qu'on va vivre les mêmes choses qu'on a vécues au cycle passé, ou ici, cette fois-ci, il y aura amélioration? Il y a cette inquiétude-là. Et pour rebondir aussi à ce que les dames viennent de dire, parce que la LICOPADEL s'occupe des droits de toutes catégories de personnes, nous avons déployé, on va en parler bien sûr, on avait vécu des choses amères pour les personnes handicapées. On parle de Kinshasa, mais on n'a pas encore parlé. Là, vous versez déjà dans les remarques et observations que la Moé LICOPADEL a documenté. Exactement. Pendant les élections du 20 décembre. Par rapport aux barrières, il y a des femmes, les femmes, la loi autorise les femmes à participer aux élections. Et vous verrez qu'il y a des leaders des partis politiques qui avaient aligné des femmes dans leurs partis, surtout les femmes en situation de handicap. Mais ces femmes ont beaucoup souffert avec le financement des campagnes. Ces femmes-là n'ont pas été prises en compte par les leaders des chefs des partis politiques pour les soutenir financièrement pour leurs campagnes. Et ces femmes-là se sont bâties eux-mêmes, chercher à gauche, à droite comment avoir quelque chose pour battre campagne. Et les femmes vivant avec handicap pour les personnes handicapées en province. Il y a des provinces, les bureaux en province sont éloignés, il faut parcourir de longues distances. Et ces femmes-là... Les bureaux de vote. Les bureaux de vote. Et ces femmes-là ne savaient pas arriver là où il y avait des bureaux de vote, surtout que les votes se passaient la nuit. Et ces femmes ne pouvaient pas rester du matin au soir sans voter et rester encore toute la nuit. Et elles étaient obligées de rentrer dans leur lieu d'habitude, dans leur village. Donc, il y a eu beaucoup de barrières pour cette catégorie de personnes en ce qui concerne les votes de cette fois-ci. Ok, M. Philippe, vous reprenez les micros. Et puis, par rapport aux remarques et observations de votre mission d'observation électorale, vous aviez documenté quelques irrégularités certainement. Oui, il y a eu beaucoup d'irrégularités et de fraudes, mais avant que je puisse énumérer certaines irrégularités et de fraudes, c'est qu'il faut retenir que l'environnement électoral n'était pas bon, était malsain, parce que pendant la campagne, avant la campagne d'ailleurs, il y a eu beaucoup de tensions de part et d'autre, que ce soit du côté de l'opposition et du côté du pouvoir. Il y a eu des messages de haine qui se sont multipliés, et puis il y avait aussi des injures qui ont causé des graves violations. Et dans l'ensemble, il y a eu au total 19 morts. Il y avait même 2 femmes qui se sont tuées au sud Kivu et au nord Kivu, les jours même du scrutin. Il y avait aussi une femme dans la province de Chopo, à Kisangani, était blessée par de l'arme blanche au niveau de Chikapa, parce que nous avons aussi envoyé sur des observateurs de ces côtés-là. Il y a eu un affrontement entre les électeurs, les agents de la CENI et les candidats. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de kits électoraux. Et alors cette impatience-là, ça n'a pas permis. Il y a eu de l'affrontement et c'était soldé par des tueries. Il y a eu 5 personnes qui sont mortes. Alors, donc, en bref, il y avait beaucoup de cas de violation des droits de l'homme avant les élections et pendant même les élections. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'environnement dans lequel où les gens se sont présentés le 20 décembre. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y avait un grand nombre de déplacés au niveau, par exemple, à l'est du pays et même à Kwamutu, donc où il n'y avait pas des élections de ces côtés-là, suite au mauvais climat.
Donc l'environnement n'était pas du tout favorable pour que les citoyens puissent exercer leurs droits démocratiques. Alors en ce qui concerne les observations électorales, ce qu'on a observé des irrégularités, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Par exemple, l'article 8 dit que non, la liste des électeurs doivent être affichée 30 jours avant. Mais les électeurs ont découvert les mêmes jours de vote, ce qui est contrairement à la loi. Parce que la mission d'observation que nous avons pilotée, c'était pour observer, voir si les mesures d'application, la loi électorale, la Constitution et toutes ces lois-là et les règlements et les codes de bonne conduite soient respectés. Mais nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de violations de tous ces règlements-là. Et en dehors de ça, et ce qu'il faut retenir également encore, qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste. Et en ce qui concerne même les femmes ou les personnes handicapées, beaucoup n'ont pas voté. Mais Deli Kadima avait publié, il y avait 43 millions de gens qui se sont enrôlés. Mais combien se sont présentés? Le taux de participation, on a dit que c'était 17 millions 40%. Oui, c'est à peu près 17 millions 900 000, ce qui représente même les 1%. Pour avoir le 1% pour être élu, là, je vais revenir encore pour expliquer les faits, parce qu'ils posent des problèmes même au niveau des cours constitutionnels, même au niveau des cours d'appel. Parce que beaucoup de gens se posent la question, comment tel candidat a été élu, mais il n'est pas proclamé. Et ça, c'est le problème des CEI qui posent des problèmes. Mais je vais revenir là-dessus. Mais je reviens d'abord en ce qui concerne, excusez-moi, en ce qui concerne les irrégularités. Les irrégularités. Alors, il y a eu même la complicité entre les agents de la CENI, donc affectés au niveau des bureaux de vote, avec certains candidats. Ils refusaient même de mettre l'encre indélébile. Il y a des gens qui ont voté 2, 3, 4 fois, même 5 fois, et même j'ai croisé même quelqu'un qui a dit que moi j'ai voté 20 fois. Donc l'encre indélébile la CENI a utilisée n'était pas vraiment l'original. C'était facilement avec les dissolvants, avec l'essence, tout ça, les produits chimiques, ça s'est levé, ça disparaissait automatiquement. Alors, cette complicité-là, avec les agents, on laissait. Et pourtant, la loi dit que lorsqu'un électeur entre pour voter, on doit d'abord observer s'il a l'encre indélébile. Mais ce qui n'était pas le cas. Comme il y avait la complicité, alors les gens ont profité pour voter donc 3, 4, 5 fois, 10 fois. Et qu'est-ce qu'on a remarqué encore? Au niveau toujours des irrégularités, il y a eu des gens qui se sont présentés dans des bureaux différents. La même personne. Donc, ils votent ici, ils partent de l'autre côté. Ils votent en désordre. Puisqu'ils n'avaient pas d'encre indélébile. D'autres avaient des encres indélébiles, d'autres on a enlevé, d'autres ils entraient sans encre indélébile. Donc, c'est beaucoup donc, il y avait complicité des agents de la CENI affectés. Et même pendant la campagne, on a vu qu'il y a eu certains candidats aussi qui ont aussi, qui ont utilisé les biens publics pour, par exemple, leur campagne. On a vu dans plusieurs circonscriptions électorales des candidats qui se promenaient avec les véhicules, avec leur nom et leurs photos sur le véhicule. Ce qui est interdit. Les gens qui battaient campagne, même pendant les élections, ont distribué des pannes. On a vu ça. Nous, étant qu'observateurs, on ne peut pas interdire, on observe. Alors, merci beaucoup, M. Philippe. Accepté. Et je voulais encore ajouter quelque chose encore qui a découragé aussi les femmes et les personnes de handicap. Un peu vite, plusieurs bureaux de vote étaient ouverts entre 15h et 17h. Et les femmes enceintes... Ces bureaux-là n'ont pas respecté les 11 heures d'opération. Même s'ils ont respecté, mais les votes s'est déroulé les 21, les 20, les 21, jusqu'au 22. Vous voyez, et toutes les femmes enceintes, les personnes vivant handicap, et les personnes de troisième âge. Ils ne pouvaient pas patienter de 6 heures qu'ils étaient devant les bureaux pour jusqu'à 17 heures où il n'y avait pas de kits électoraux. Alors ils étaient beaucoup découragés, raison pour laquelle le taux de participation est trop faible parce qu'une personne avec handicap ne peut pas rester. Les mamans ont quitté la maison très tôt. Jusqu'à 17 heures, il n'y a pas de kits électoraux, il n'y a pas de dev. Et puis certaines machines aussi, pour initialiser, il faut prendre au moins 1h30. Alors, tout ça, ça a découragé un grand nombre de gens et les gens sont rentrés à la maison. Oui. Je vous retrouve, les dames de la FENAFACO, pour cette fois-ci parler des observations après la publication des résultats des législatives nationales, provinciales et municipales.
vous aviez indiqué qu'il y a pas mal de recours des candidats PVH à la Cour constitutionnelle. Alors, comment avez-vous suivi la publication des résultats? Vous aviez fait quelles observations et remarques? Les observations, c'est que les personnes vivant avec handicap, la majorité ne sont pas votées. Vous pensez que c'est une discrimination? C'est une discrimination déjà parce que avec toutes les mesures qui favorisaient les personnes vivant avec handicap et surtout les femmes vivant avec handicap, parce que nous représentons plus les femmes, n'ont pas respecté ce que la loi disait. Donc les personnes vivant avec handicap sont discriminées sur l'échantillon. Parce qu'en RDC, les personnes vivant avec handicap représentent 13%. Les femmes, ce n'est pas moins de 5%. Les femmes ne sont pas représentées. Et quand on suivait la publication des résultats, il n'y a aucune femme qui est élue. Aucune. Malgré les sensibilités. Non. Malgré les sciences des sensibilités. Les hommes, il y a quelques hommes trois hommes qui ont été élus. Un seul aux législatives nationales et puis 2 aux législatives provinciales, mais pas de femmes. Les femmes sont vraiment été discriminées, comme notre frère vient de le dire. D'abord, pour battre campagne pour la femme vivant avec handicap, c'est difficile. Sans moyens également, c'est difficile. Entrer dans les zones inaccessibles là pour aller atteindre tes électeurs, c'est difficile pour la femme vivant avec handicap. Rachel. Non, je n'étais pas candidate. Alors, la manière dont vous en parlez, c'est comme si c'est une expérience vécue. Oui, nous avons accompagné les femmes qui étaient candidates. Okay. Nous avons accompagné les femmes qui étaient candidates. C'est pourquoi nous connaissons toutes ces choses. Bien que nous avons fait beaucoup de tables rondes, de sensibilisation, pour que la CENI, cette fois-ci, puisse tenir compte des femmes vivant avec handicap. Ces femmes, je dirais qu'elles étaient découragées depuis longtemps. Mais avec la sensibilisation de la FENAFACO à travers le département des femmes RENAFAC, cette fois-ci, les femmes vivant avec handicap se sont mobilisées, elles se sont levées pour postuler, pour être des candidates, mais on a été déçus. Cela ne vous décourage pas pour autant pour d'autres échéances électorales. Je parle des élections de sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, conseillers urbains. Comment vous vous préparez pour participer à ces échéances? Oui, nous sommes en train de préparer les femmes à participer parce que c'est une question de droit, c'est une question du pays. Et surtout, il faudrait que les femmes vivant avec handicap aient aussi un modèle de leadership de femmes vivant avec handicap. Parce que jusque-là, il n'y a pas assez de leaders femmes vivant avec handicap. Et nous sommes en train de les sensibiliser pour que cette fois-ci, aux élections sénatoriales, municipales et autres, là, que les femmes vivant avec handicap puissent participer. Vous avez aussi des ambitions dans ce sens. Au niveau de la FENAFACO, il y a des ambitions à ces scrutins? Oui, exactement. C'est pourquoi nous travaillons dessus. Nous encourageons les femmes parce qu'il y a des ambitions au niveau de la FENAFACO, pas seulement ici à Kinshasa, même dans les provinces. Nous avons des ambitions. Madame Hortense, vous aviez remarqué et observé quelque chose pendant la publication des résultats? Oui, j'avais remarqué. Pour compléter Madame Rachel, évidemment. Pour compléter Madame Rachel, je dirais que j'ai remarqué pendant la publication, il y a des candidats qui ont été proclamés, qui ont été inscrits dans une circonscription électorale X, mais qui ont été proclamés élus dans une autre circonscription. Donc, il y avait des cas comme ça? Oui, il y en a. Oui. Cela, en tout cas, cela vraiment nous a beaucoup tiqué. Bon, c'est pas, mais nous avons la détermination puisque il y a de cela au moins 4 jours qu'on a fait
conclave politique et les femmes se sont montrées vraiment déterminantes qu'elles vont participer aux élections du 20 février là. Et se sont pointées. Elles ont dit que cette fois-ci, elles ne vont plus baisser les bras, bien qu'il y ait une discrimination ou bien une déconsidération de notre part. Mais on ne va pas baisser les bras. Nous avons la détermination, nous allons continuer cette lutte jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. Merci. Les amis de la Licopadel, comment vous appréciez déjà la participation des femmes, des jeunes dans la vie politique en République démocratique du Congo? C'est comme s'il y a déjà un réveil, non? Oui, c'est... À en croire les dames qui avaient des candidates PVH. Alors, les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, ils arrivent quand même à participer, à se mobiliser par rapport à la vie politique. Oui, exactement. Nous sommes très fiers parce que nous avons fait un grand combat. Nous avons sillonné presque toute la République pour mobiliser les femmes, surtout les peuples autochtones, de participer. Et il y a eu encore des innovations au niveau de la loi électorale sur la liste électorale. Lorsqu'il y a par exemple 50% de femmes sur cette liste-là, la liste ne va pas être exemptée pour la caution. C'est ce qui a motivé même beaucoup de femmes de participer et les peuples autochtones. Donc nous avons mené notre campagne de sensibilisation. Et si vous regardez par rapport aux cycles électoraux précédents, il y a beaucoup de femmes qui se sont présentées et même les peuples autochtones qui étaient oubliés. Aujourd'hui, vraiment, ils se retrouvent. Malgré il n'y a pas eu un grand nombre des élus, mais il y a encore d'autres élections, par exemple les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les bourgmestres et bourgmestres adjoints, et puis les maires, les conseillers municipaux, plutôt les conseillers urbains. Donc nous encourageons les femmes et même ceux qui ont raté les élections, alors qu'ils ne puissent pas se décourager. Il y a encore des élections, ils peuvent devenir gouverneurs comme vice-gouverneurs. Il y en a encore beaucoup parce que la ville de Kinshasa compte au moins 24 bourgmestres et puis 24 bourgmestres adjoints. Donc, ça fait 48. Ceux qui n'ont pas reçu, ils peuvent encore postuler. Il y a encore des places. Et même au niveau des conseils urbains, il y a beaucoup de villes. Donc, ils ne peuvent pas se décourager. Donc, c'est une bataille. Donc, il faut toujours se présenter. Les élections, c'est comme ça. Ce n'est pas dit que lorsqu'on se présente aux élections, et si, par exemple, on a échoué, on va se décourager. Non, il faut continuer, il faut se battre toujours. Donc, peut-être vous pouvez rater au niveau législatif ou au niveau des conseils municipaux, mais vous pouvez se rattraper au niveau des gouverneurs ou vice-gouverneurs, ou maires ou conseillers urbains. Est-ce que la Licopadel avait aussi fait des remarques par rapport à la publication des résultats législatifs et municipaux? Oui, nous avons remarqué, par exemple, dans le territoire de Kambove, c'est un territoire qui a 3 sièges, mais nous étions surpris de voir la CENI de proclamer 4 candidats. C'est inconcevable. Je ne sais pas comment ils vont ça ne donne pas de la crédibilité. Et puis, quelque part, dans leur discours, au lieu de dire qu'Élie, ils disent que non, nommé. Non, ça, c'est très grave, ça. Je ne sais pas. C'était pas un lapsus linguistique. Non, pas. Si lapsus, on demande des excuses. On dit, excusez-moi, et puis, ou bien plutôt, nous savons comment on demande. Mais lorsqu'on laisse continuer, on ne revient même pas pour rectifier. Là, c'est très grave. C'est très grave. Donc, c'est pas intéressant. Parce que quand vous savez, la confiance, nous, étant qu'observateurs, nous observons beaucoup de choses. Les remarques ici, ça permet que pour que les gens, à l'avenir, qu'on ne revient pas encore sur les remarques ou soit les fraudes. Donc, la mission d'observation permet, donc, augmente la confiance. Lorsque les gens s'assoient à la maison, ils attendent de telles histoires, ça décourage. On dit que non, vous n'étiez pas élu, donc vous étiez nommé. Parce que lui-même, les responsables de la CENI, les dit. Donc, vous voyez, donc, ce qui n'est pas Monsieur Justin, vous rajoutez quoi par rapport aux remarques faites merci beaucoup. à la publication des résultats, oui. Oui, merci. Je demanderais que vous puissiez me permettre de revenir en arrière un peu. Comme l'a dit mon collègue, l'observation électorale, c'est pour améliorer les cycles prochains. Alors, nous ne pouvons pas laisser passer d'autres choses qu'on a surveillées, qu'on a observées, qu'on a documentées. Il y a vraiment beaucoup de choses à boire et à manger dans ces processus.
déjà... Là c'est à quel niveau? Au niveau de la publication? Non, au niveau d'abord des opérations, les jours de scrutin. Notre pays, surtout la ville de Kinshasa, est beaucoup menacé par les phénomènes Kuluna. Alors, il était prévu que les votes commencent à 6 heures pour se terminer à 17 heures, mais le changement de ces programmes-là n'a pas été communiqué par la CENI pour avertir la population qu'il y a un changement de programme. Les élections vont commencer à 17 heures ou à 18 heures. Donc la population était là devant les bureaux de vote, dans des centres de vote, depuis 5 heures, et entendait les machines, la machine n'arrivait pas, la population était fatiguée. Et le moment là qui craint les Kuluna ne pouvait pas rester la nuit. Je prends le cas de Tchad, quartier Kindele, où il y a les Kuluna, et beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter. Pourquoi? Parce que la population craignait les Kuluna la nuit. Et vous verrez les agents des bureaux de vote où moi je suis passé. Il y a des agents des bureaux pendant les dépouillements. Les agents des bureaux de vote qui se réjouissent des voix des candidats. Or, les agents les électoraux, les agents de la CENI doivent être impartials. J'avais assisté à un événement. Après comptage, on a remarqué que les bulletins votants, les bulletins de vote étaient 207. Mais quand on a compté, on a compté les voix de chaque candidat, il y a sur plus de 18 voix pour les candidats présidents. Et maintenant, le président des bureaux de vote dit aux témoins que ces voix, on a mal compté, on va revenir à la fin, mais on attribue ça au candidat qui est premier. On a donné ça, on a attribué ça au candidat qui était premier dans ces bureaux. Et à la fin, à ma grande surprise, on n'était pas revenu à ce que les présidents des Vous n'avez pas exigé qu'on revienne. Moi, je suis observateur, je ne pouvais pas intervenir. Mais les témoins qui étaient là n'avaient pas intervenu. Alors, par rapport à la proclamation des résultats, il y a des choses ici qui sont encore qui découragent. Déjà, la population, pour votre information, si la population a participé aux opérations cette fois-ci des votes, moi je peux dire c'est grâce à la FENAFACO et la LICOPADEL, celles des organisations de la société civile qui parcouraient dans toutes les provinces plutôt, pour sensibiliser la population, pour motiver la population, parce que la population était déjà découragée des mauvaises expériences par rapport aux mauvaises expériences vécues depuis 2006, et la population ne voulait plus aller voter. La CENI était silencieuse. Il y a un département de sensibilisation de la CENI, mais qui ne faisait pas son travail. Alors nous avons pris les relèves pour réveiller la conscience de la population. La population est allée quand même voter, mais arrivé à la proclamation des résultats, ce que la population a vécu, ce n'était pas la vérité des urnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs... Les candidats votés par la population n'étaient pas proclamés élus. Non. Donc, je ne peux pas être un peu et ça a déçu exigeant. La population. Oui. Surtout pour les députés. Peut-être les paramètres seuils à fonctionner. Lesquels paramètres la population ne maîtrise pas. Et le seuil là, nous on expliquait même à la population, on continue même à demander que cette fois-ci, il faut mettre cette question, cette chose des seuils là à côté. Ça amène encore beaucoup de désordre. Merci. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, en une seconde. Oui. Disons, les problèmes de seuil, nous, au niveau de la société civile, au niveau de l'ICOPADEL, c'était un cheval de bataille pour expliquer à la population, parce qu'il y avait 3 seuils. Il y avait d'abord le seuil de recevabilité pour les partis politiques, donc il faut aligner au moins 300 candidats. Donc 300 candidats pour que les partis politiques ou les regroupements des partis politiques soient d'abord acceptés. Et deuxièmement, les seuils, pour être élu, il faut que vous puissiez réaliser... Les seuils de représentativité. Oui, ça c'est le représentatif. Mais dans les seuils pour être élu, c'est ce qui est à la base même des conflits. C'est-à-dire qu'il faut que les candidats députés doivent réaliser au moins 179 000 voix. À lui seul, c'est impossible. Raison pour laquelle on a fait... c'est pour les indépendants. Non, c'était... Au niveau il faut l'essayer.
C'est parce qu'il y a eu comment dirais-je, il faut faire la sommation des voix. Alors, lorsque vous avez, par exemple, 3 sièges, mais dans un regroupement des partis politiques, vous n'êtes pas les seuls. Il y a plusieurs partis politiques. Les candidats X peut aligner, par exemple, 100, l'autre aligne, par exemple, 80, l'autre aligne 19, mais sauf lorsqu'il y a 2 sièges, on va donner à qui? Maintenant, c'est le président des regroupements qui doit choisir la 2 sièges. Or, si lui-même est candidat, lui-même aussi peut aussi se présenter. Mais vous verrez certains candidats qui ont reçu, par exemple, 2000 voix, l'autre 10 000 voix, mais celui de 10 000 voix, il est élu. Vous voyez, donc l'essai là, en tout cas, nous, à notre avis, lorsqu'il y aura la réforme électorale, de la loi électorale, on doit mettre ça à l'écart. Même les problèmes des suppléants, on avait refusé. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Beaucoup de suppléants, ce sont les femmes, des copines, des cousins et consorts. Il faut retourner au vieux système. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous êtes élu et que, par exemple, vous devenez, par exemple, ministre, on prend celui qui est sorti deuxième de la circonscription au lieu d'aller au niveau des suppléants. Raison pour laquelle vous voyez que c'est la même famille qui revient toujours. Non, ça, c'est le népotisme. Ça, c'est l'égoïsme. Donc, on doit changer un peu les choses. Oui. On termine avec les dames de la FENAFACO. Du 20 au 22 mars prochain, vous allez tenir la 7e table ronde sur le leadership féminin et la participation des femmes vivant avec handicap au processus démocratique, politique, de paix et sécurité à Kinshasa. Je voulais un peu savoir quel est l'intérêt de cette activité. Merci beaucoup pour la parole. L'intérêt de cette activité, nous voulons relever les défis, les difficultés et les avancées des six tables rondes précédentes. Donc, on a eu à faire au moins 6 tables rondes. Parmi toutes ces tables rondes-là, il faut qu'on fasse l'évaluation, qu'on sache est-ce qu'il y a des avancées, quels sont les défis à relever et les difficultés. C'est la raison pour laquelle nous voulons tenir cette table ronde. C'est en quelque sorte la 7e table ronde sera un cadre d'évaluation des 6 premières. Il y aura combien de participants? Maman Rachel, les objectifs de la table ronde, un petit commentaire, et puis de la 7e table ronde, il y aura combien de participantes? Elles viennent de quelle province, essentiellement? Vraiment, la FENAFACO, par le canal du réseau national des associations des femmes vivant avec handicap, a beaucoup travaillé sur la participation de femmes vivant avec handicap au processus, au développement en général de notre pays. Et par rapport à ça, il y a eu des tables rondes, des conférences qui ont été déjà organisées. C'est une conférence provinciale. Moi, je suis présidente nationale. La conférence provinciale, là, c'est pour voir où en est-on avec tout ce qu'on a eu déjà à faire par rapport avec les femmes, des sensibilisations qu'on a eu à faire, les encouragements, la mobilisation, tout ce que la FENAFACO, à travers le département des femmes, a eu à faire déjà. Où est-ce qu'on est maintenant pour la 7e conférence? Comme vous avez dit, on va juste évaluer les 6 premières conférences et pour projeter maintenant l'avenir pour la participation et le leadership féminin de femmes vivant avec handicap. Pour ce qui concerne la participation, nous aurons 60 participants. Les 60, nous aurons les femmes, les femmes politiques. Et il y aura les femmes de la société civile qui nous accompagnent toujours parce que la lutte, c'est la participation des femmes vivant avec handicap. On ne la fait pas seule. Il y a toujours les femmes leaders qui nous accompagnent, les femmes politiques, les femmes de la société civile qui nous accompagnent aussi. Elles seront là avec nous. Il y aura aussi des femmes vivant avec handicap qui viendront de provinces, à part la ville de Kinshasa. Nous avons ciblé 3 provinces, le Kwango, le Kwilu et le Congo central. Nous serons là
à Kinshasa pour débattre des questions de participation. Du 20 au 22 mars 2024. Voilà, on termine avec les amis de la Licopadel. Vous pensez que pour maintenir ou stabiliser la paix, renforcer la cohésion nationale, l'opposition et les membres de la société civile peuvent eux aussi participer au prochain gouvernement? Oui, parce que nous sommes en démocratie, que ce soit celui qui est de l'opposition, qui est du pouvoir, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Nous avons vu ça dans plusieurs gouvernements, même en Europe, lorsque, par exemple, il y a des élections, ceux qui n'ont pas gagné, on ne peut pas les laisser aussi, on peut aussi l'inclure aussi dans les gouvernements, pour qu'il soit un gouvernement d'union nationale. Nous conseillons au président de la République, parce que le président, il est pour tout le monde, il n'est pas pour un tel parti politique ou un tel regroupement. D'ailleurs, quand on est président, on n'est plus président d'un parti politique, on est président d'un État, et l'État regroupe l'opposition et la société civile. Donc il sera bon qu'on puisse avoir même l'opposition dans les gouvernements, et la société civile, ce serait un gouvernement de large union nationale, et qu'on ne puisse pas aussi oublier les personnes avec handicap, parce qu'il faut au moins, on puisse réserver même 5%. On a vu que dans les entreprises publiques, même dans les gouvernements, que ce soit les gouvernements provinciaux ou dans les gouvernements nationaux, il faut qu'il y ait aussi la représentation aussi des femmes aussi, ou des personnes avec handicap et des peuples autochtones, qu'on ne puisse pas exclure les gens, parce que exclure les gens, ce n'est pas bien. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale, et pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut qu'il y ait la présence de tous les parties prenantes qui vivent dans notre pays, et ce sera une fierté, et cela va montrer que non, voilà, on est unis, et comme le président avait dit que pour celui qui veut l'unité, il n'a qu'à me choisir. Comme on l'a choisi, nous allons vivre maintenant l'unité dans cette formation du gouvernement. Monsieur Justin, cette logique va tuer la démocratie qui veut que la majorité dirige. Je pense que ça va... C'est un principe en démocratie. C'est un principe. C'est la majorité qui dirige. C'est un principe en démocratie, et aussi on revient à la définition de la démocratie, qui est les pouvoirs du peuple, par les peuples et pour les peuples. Alors, il serait important, parce qu'on a assisté à la proclamation des résultats des députés nationaux, que des partis de l'Union sacrée, et il n'y a pas vraiment de députés de l'opposition. Alors, il serait important... Puisqu'en grande partie, l'opposition avait boycotté les élections. Alors, il serait important que les chefs de l'État puissent parler avec les opposants, qui ne sont pas ses ennemis, qui sont des adversaires politiques. Alors, les opposants, là, je pars jusqu'aux jeunes, parce que moi, je suis jeune. La participation des jeunes également dans ces gouvernements et des personnes handicapées, que cette participation ne soit pas sélective, qu'on ne puisse pas avoir une sélection stérile, comme on a vécu depuis 2006, la participation des jeunes, mais les jeunes qui ont la même vision avec les leaders des partis politiques, et laquelle vision qui est l'égoïsme et l'absence de l'intérêt général. Cette fois-ci, qu'on puisse vraiment prendre en compte cette question, qu'on puisse avoir des jeunes, des femmes handicapées qui sont là, qui sont d'abord des compétents et qui travaillent pour l'intérêt suprême du pays. Donc, avoir des opposants, les agents, la société civile au prochain gouvernement, ça sera quelque chose de nouveau qui va même renforcer la démocratie dans notre pays. Merci à tout le monde, puisque toutes les minutes est épuisées. Je voulais qu'on puisse chiter et boucler l'émission. Alors, un mot en guise de conclusion, Madame Rachel Mbouika-Bongo. C'est ça le nom. Je n'ai pas massacré. Non. En guise de conclusion, je voudrais juste abonder sur le point de vue de mon confrère, c'est-à-dire le président de la République doit travailler avec tout le monde, avec l'opposition. Déjà ce matin, je suivis à la RFI, avec la rentrée parlementaire, les opposants ont boycotté, l'opposition a boycotté cette rentrée. C'est quelque chose qui
qui n'est pas bon pour le président qui est élu. Alors, pour le pays ou pour le président? Pour le pays. Alors, nous demandons à ce que le président puisse intégrer tout le monde, qu'il puisse dialoguer avec. Mais lui a toujours étendu sa main. C'est à l'opposition de prendre. S'il le refuse. Qu'il le fasse encore. Qu'il puisse travailler avec tout le monde. Par là, je voudrais dire un mot par rapport au formateur qui sera nommé. Le formateur qui sera nommé, nous, en tant que femmes vivant avec handicap, nous lui demandons de pouvoir aussi consulter les organisations des personnes vivant avec handicap à travers la FENAFACO. L'informateur qui va identifier la majorité. Oui, pour que cette fois-ci, lors de la formation du gouvernement, que les personnes vivant avec handicap puissent aussi s'y retrouver, surtout les femmes vivant avec handicap. Mais dans le gouvernement qui termine le mandat, il y a... Et quelques ministres, une seule personne vivant avec handicap. Vous pensez que ça peut aller jusqu'à combien de... 5%. Nous demandons au président de la République de nous réserver 5% pour les mandataires, 5% pour les territoriales, 5% pour le gouvernement. C'est ça notre demande. Nous espérons que vos propos vont rencontrer une oreille attentive. Espérons. Bon, puisqu'on n'a plus de temps, Madame Hortense, nous considérons que c'est aussi votre conclusion. Dans la diplomatie aussi, qu'on prenne en compte les personnes vivant avec handicap, surtout les femmes vivant avec handicap. Aucune femme vivant avec handicap n'a déjà été ambassadrice dans ces pays. Si le président peut le faire, ça sera une innovation. Merci. Merci beaucoup. Messieurs fidèles, vous, en guise de conclusion, une seconde. Disons, nous voulons que dans les gouvernements prochains, qu'il y ait l'inclusion. Nous ne voulons pas qu'il y ait l'exclusion. Pourquoi? Parce que toutes les catégories ont des compétences. Nous avons vu même dans les gouvernements antérieurs, Massango était personne avec handicap, vous avez vu les dollars étaient stabilisés. Oui, je vous dis franchement, aujourd'hui nous avons des personnes, des valides, mais vous voyez dans les dollars, ça se trouve à quel niveau? C'est pour dire que dans les personnes avec handicap, il y a des compétences. Alors nous vous demandons qu'en tout cas, le prochain gouvernement, qui est un gouvernement de large union nationale, on ne peut pas tenir compte des... comment dirais-je, de l'exclusion, ce qui n'est pas bien. Nous voulons l'unité et ça se fera une fierté pour la première fois que tout le monde se retrouve. Merci. Pour finir, permettez-moi de définir des résumés en lingala. Seulement que nous avons que les jeunes to continuer kozala ba marche pied ya ba mikulutu na biso te ba politicien parce que ba jeune photo mema mboka to na stade oyo ezali to mema na stade mususu oyo to kosala pe kombo na mikolizo ya et aussi na seni ya mbala sima oyo koya ba former vraiment ba agents électoraux batangisa bango batalisa bango pe oyo ezali mibeko zolobela ba ndeko na biso ba handicapé ba jeune ba agents électoraux bazala lokola oyo to vivre mbala oyo te eza soni makambo ebele ngonga eza moke makambo ebele faki to décrier to lobasir ba agents électoraux oyo to observaki awa na Kinshasa pe na ba province alors tozo singa na mbala sima e ya lisusu te makambo wana bazala vraiment formé pour mboka na biso ekiliboso oyo nangaki na sisaka yango. Merci. Merci beaucoup. Nous étions sur ce plateau avec les femmes de la FENAFACO et puis les membres de la LICOPADEL. On a eu à commenter sur les enjeux de l'ère, les enjeux politiques, les observations électorales et puis nous nous sommes projetés dans l'avenir. À vous, mesdames et messieurs, nous vous disons merci également pour l'attention soutenue avec laquelle vous nous aviez accordé pour cette émission spéciale. Merci, nous allons nous revoir très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la télévision catholique Elikia.